Mon frère et ma mère se sont présentés pour me chasser de la maison d'une valeur de 5 millions d'euros que j'avais héritée, souriant narquoisement, tu seras parti d'ici le week-end. J'ai simplement souri et dit, relisez le nom sur le titre de propriété. Les déménageurs se sont figés lorsqu'un vrai avocat et un policier sont arrivés. Mon frère et ma mère sont arrivés avec un faux avocat pour me mettre à la porte de ma propre maison, agitant des papiers frauduleux pour une propriété de 5 millions d'euros. Alors, je les ai laissés terminer leur petite comédie. Ensuite, j'ai appelé mon véritable avocat et la police locale et j'ai tendu un piège qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour suivre l'histoire jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'appel est arrivé un mardi, le genre d'après-midi gris et bruyineux qui vous pénètre jusqu'aux os. Je me sentais déjà fragile, blotti sur mon canapé sous une couverture lestée, soignant la pire grippe que j'avais eue depuis des années. Ma tête me lançait, ma gorge était comme du papier de verre et chaque muscle me faisait mal. J'étais dans cet état fiévreux et flou où le monde semble assourdi et lointain. Quand mon téléphone a vibré sur la table basse, je l'ai ignoré. Quand il a vibré une deuxième puis une troisième fois, j'ai poussé un grognement et l'ai attrapé, grimaçant devant l'écran lumineux. C'était mon frère, Andrew. Anna, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse gaieté écœurante que je n'avais pas entendue depuis une éternité. Grande nouvelle. Maman et moi sommes dans le coin. On passe à la ferme dans environ 20 minutes. Nous avons des papiers juridiques à voir avec toi. J'ai cligné des yeux, le brouillard dans ma tête s'épaississant. Andrew, de quoi parles-tu? La ferme? Je suis malade. Oh, ne sois pas si dramatique, se moqua Théil, son ton passant instantanément de faussement gentil à son impatience habituelle. Sois simplement là. On amène quelqu'un qui va aider à simplifier toute cette histoire d'héritage. C'est pour le mieux. Avant même que je puisse comprendre ce que simplifier signifiait, il a raccroché. Une terreur glaciale, plus aiguë et plus effrayante que ma fièvre, m'a transpercé. La ferme de mes grands-parents, l'endroit où j'avais mis tout mon cœur et une part importante de mes économies, l'endroit dont j'avais hérité sans aucune charge il y a 6 mois. Je me suis levé du canapé, mes jambes chancelantes. Ma profession d'experte en évaluation de succession signifiait que je connaissais la paperasse. Je connaissais les actes de propriété, les titres et les testaments mieux que personne. Quand mes grands-parents sont décédés, ils m'ont laissé la vaste propriété de 5 millions d'euros. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était une ruine. Elle était grevée d'hypothèques inversées, d'arriérés d'impôts et de privilèges qu'il aurait vu saisis par la banque en moins d'un mois. Ma mère, Margaret, et mon frère, Andrew, n'avaient voulu rien avoir à faire avec ça. C'est une ruine à démolir, Anna avait dit ma mère en faisant un geste de la main. Un gouffre financier. Laisse la banque la prendre. Andrew y voyait simplement un problème qu'il ne pouvait pas liquider instantanément. Je m'en suis chargé. J'ai contracté un prêt personnel, liquidé mes propres comptes de retraite et passé 4 mois angoissants au tribunal des successions, satisfaisant chaque créancier. J'ai utilisé mes connaissances professionnelles pour naviguer dans le labyrinthe. Il y a 6 mois, le nouvel acte de propriété, en règle, avec mon nom, Anna Monsieur Gable, comme unique propriétaire, a été enregistré par le comté. J'avais sauvé l'héritage de notre famille. Je ne leur avais pas dit quand tout avait été finalisé. J'ai simplement continué à restaurer tranquillement la vieille maison victorienne, pièce par pièce, mon sanctuaire. 20 minutes plus tard, une berline de luxe brillante et inconnue a crissé sur l'allée de gravier. Ma mère, Margaret, est sortie du côté passager, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche. Andrew a bondi du côté conducteur, souriant jusqu'aux oreilles, portant un costume qui était clairement trop cher pour lui. Et de la banquette arrière est sorti un homme que je ne connaissais pas, portant une mallette d'allure bon marché. Il ressemblait moins à un avocat qu'à un vendeur de voitures d'occasion. Ils ont marché jusqu'à mon Porsche, Andrew en tête. Il n'a même pas frappé, il a simplement poussé la porte. Anna, te voilà. Tu as l'air en piteux état. Je suis malade, Andrew, ai-je répété, serrant fermement ma robe de chambre. Eh bien, ceci va te faire sentir mieux, ou pire. Ça dépend de comment tu vois les choses, dit-il avec un petit rire. Il fit un signe en direction de l'étranger. Voici Monsieur Peters.
C'est notre conseiller juridique. Maman et moi avons discuté et nous avons décidé que tout cet arrangement n'est tout simplement pas juste. Ma mère a hoché la tête, évitant mon regard. C'est vrai, ma chérie. La propriété vaut tellement. Ce n'est pas juste qu'un seul enfant et tout. Je les ai dévisagés. La fièvre, la trahison et l'audace pure de tout cela se mélangeaient en un cocktail toxique et vertigineux dans ma tête. Ils avaient abandonné cet endroit. Ils m'avaient abandonné quand je me noyais sous les dettes pour le sauver. Et maintenant, ils étaient là avec un faux avocat et un sourire. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les instants qui ont suivi leur arrivée furent un enchaînement confus d'énergie agressive et discordante. Ma tête me martelait, mais leur voix était aiguë, perçant le brouillard de ma fièvre. Monsieur Peters, elle est avocat, se tenait raidement dans mon entrée, ses yeux balayant le hall restauré d'un regard avide et estimateur qui me donna la chair de poule. Andrew, en revanche, n'était que pure énergie frénétique, arpentant le parquet ancien que j'avais personnellement refait, ses mains gesticulant sauvagement. « Tu as fait du bon travail » commenta Andrew, tapotant le poteau d'escalier en acajou massif. « Bien, bien. Ça nous évitera des ennuis. » Nous, ai-je réussi à croasser, m'appuyant contre le cadre de la porte pour me soutenir. Mon corps entier était faible, mais une nouvelle colère froide commençait à monter sous la maladie. « Oui, nous, Anna, dit ma mère, Margaret, en me regardant enfin. Son expression n'était pas celle de l'inquiétude pour sa fille malade. C'était celle d'une résolution impatiente. C'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle essayait de retourner un article sans le reçu. Andrew a un nouveau projet d'entreprise, un grand projet, et il a besoin de capital. Cette maison, cette terre, c'est le capital. Alors, vous allez juste la prendre, ai-je demandé, ma voix faible. Ne sois pas dramatique, lança Andrew. Nous ne la prenons pas. Nous la réaffectons. Monsieur Peters a les papiers. L'homme au costume bon marché s'avança et ouvrit sa mallette d'un clic. Il en sortit une liasse de papier avec un geste théâtral. Mademoiselle Gable, dit-il, sa voix de baryton rauque semblait répéter. Nous avons ici une requête en contestation de la décision d'homologation fondée sur l'influence indue et, la distribution inégale des actifs familiaux. Mon esprit, bien que brumeux, s'est accroché au mot. En tant qu'experte en succession, je connaissais le jargon juridique. Influence indue? Distribution inégale? La succession a été clôturée il y a 6 mois. Le délai de contestation est passé depuis longtemps, et vous auriez dû faire partie de la procédure de succession initiale, ce qui n'était pas votre cas. Vous avez tous les deux signé des renonciations désavouant tout intérêt. Le sourire suffisant d'Andrew vacilla une seconde. Il regarda Monsieur Peters, qui se reprit rapidement. Ah, mais ceci est une nouvelle requête, dit Monsieur Peters en me tendant les papiers. Un règlement familial, voyez-vous? Votre mère en tant que cohéritière de la succession originale. Elle n'était pas cohéritière, l'interrompis-je, ma voix gagnant un peu de force. Le testament de grand-mère était spécifique. Il m'a été légué à moi. Vous avez tous les deux vu le testament. Le testament? Tu l'as probablement dupé pour qu'elle signe, cria Andrew. J'étais dans un autre état quand elle l'a signé, Andrew, dis-je, la colère froide montant. J'étais à l'université. Assez, dit Margaret en s'avançant. Anna, voilà comment ça va se passer. Nous allons de l'avant. C'est ce qui est juste. Andrew mérite sa chance. Nous te donnons jusqu'à vendredi pour vider tes affaires personnelles. Les déménageurs seront là samedi. Sois raisonnable. Ils se tenaient là, tous les trois, un front uni de cupidité pure et sans phare. Ma mère, mon frère et ce charlatan. Ils essayaient de m'écraser, comptant sur ma maladie et ma nature conciliante pour me faire céder. Je les ai juste regardés fixement. Je sentais la chaleur de la fièvre, la douleur dans mes os et le poids écrasant de leur trahison. Je voulais crier, pleurer, les jeter dehors. Mais en regardant la mise en page bâclée des papiers que tenait Monsieur Peters, la façon dont Andrew ne pouvait pas croiser mon regard, la mâchoire obstinée de ma mère, quelque chose a cliqué en moi. J'ai laissé échapper une petite toux sèche qui s'est transformée en rire. C'était un son faible et sifflant, mais c'était un rire. Ils me fixèrent tous. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, exigea Andrew. Je me suis redressé du cadre de la porte,
un nouveau calme glacial s'installant en moi. J'ai regardé au-delà d'eux, à travers le hall et dans la salle à manger où se trouvait le vieux bureau de mon grand-père. Dessus, il y avait un simple dossier en cuir. Rien, dis-je, ma voix calme. Rien du tout. Vous m'avez juste rappelé quelque chose. Vous avez raison. Nous devrions être justes. J'ai levé la main alors que M. Peters essayait de me fourrer à nouveau les papiers dans les mains. Je ne signe rien aujourd'hui. Je suis malade. Vous avez dit vous-même que j'avais l'air en piteux état. Laissez les papiers. Je les ferai examiner par mon avocat. Mes paroles étaient un mensonge, mais c'était le bon mensonge. C'était une retraite stratégique. Andrew avait l'air triomphant. Très bien. Fais-les examiner par ton petit avocat. Ça ne changera rien. C'est du solide. On reviendra. Vendredi, Anna. Sois parti. Ils ont tourné les talons et sont partis. Je les ai regardés s'entasser à nouveau dans la berline, Andrew tapotant le dos de M. Peters. La voiture a dérapé sur le gravier et a filé le long de l'allée. J'ai verrouillé la porte, les mains tremblantes. J'ai titubé jusqu'au canapé et me suis effondré, l'adrénaline s'estompant, me laissant plus faible qu'avant. J'étais seul, malade, et ma famille essayait de me voler ma maison. Mais alors que je sombrais dans un sommeil fiévreux, une pensée revenait sans cesse dans ma tête, un minuscule noyau dur d'une idée. Ils étaient tellement concentrés sur l'héritage. Ils étaient tellement concentrés sur le testament, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié ce que je faisais dans la vie. Pour comprendre ma mère et mon frère, il faut comprendre mes grands-parents. Ils étaient des produits de la Grande Dépression. Durs, économes et farouchement autonomes. Ils ont bâti leur ferme et leur fortune à partir de rien. Mon grand-père était un homme qui croyait en la sueur. Et ma grand-mère était une femme qui croyait au bon sens. Ils m'aimaient et je les adorais. J'ai passé tous les étés de ma vie dans cette ferme, à apprendre à réparer les clôtures, à tenir les comptes et à apprécier la valeur d'une base solide. J'étais la discrète, la responsable, celle qui est allée à l'université et s'est bâtie une carrière respectable en tant qu'experte en évaluation de succession, un travail qui exigeait une attention méticuleuse aux détails et une compréhension de la valeur, à la fois monétaire et historique. Andrew était. Andrew. Il était le garçon en or, le charmeur. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, mais il n'allait jamais au bout des choses. Il était un trou noir pour l'argent et l'attention de ma mère. Sa vie était une série de presque. L'application qui a failli être financée, la crypto qui a failli exploser, la start-up qui a failli avoir un acheteur. Il avait 33 ans et n'avait jamais eu de vrai travail, vivant toujours de la retraite décroissante de Margaret et de son propre sentiment de mesure et de grandeur imminente. Ma mère, Margaret, encourageait tout cela. Elle voyait les échecs d'Andrew comme des occasions manquées et mon succès comme de la chance. À ses yeux, la balance était déséquilibrée. Ma stabilité n'était pas quelque chose que j'avais gagné. C'était quelque chose que j'avais, et ce que j'avais, je devais être prête à le partager, ou plutôt, à le donner à Andrew, qui en avait plus besoin. Cette dynamique avait défini nos vies. Quand mes grands-parents sont tombés malades, c'est moi qui ai géré leurs soins, payé leurs factures et leur ai tenu la main. Andrew était trop occupé par une phase de lancement critique. Ma mère était trop émotive pour gérer les détails. Quand ils sont décédés et que le testament a été lu, j'ai été aussi choqué que n'importe qui. Ils m'avaient tout laissé. La maison, la terre, les comptes et la montagne écrasante de dettes qu'ils avaient cachées à tout le monde. La ferme était une propriété de 5 millions d'euros sur le papier, mais en réalité, c'était un passif de 500 000 euros. Ma mère et mon frère, en apprenant l'existence des dettes, avaient signé leur renonciation avec une vitesse à couper le souffle. « Tu es l'experte, Anna, » avait dit Andrew en me donnant une tape sur l'épaule. « Débrouille-toi. » Et je l'ai fait. J'ai liquidé mes propres actifs. J'ai travaillé avec les banques. J'ai passé tous les week-ends pendant 8 mois à me rendre à la propriété, à déblayer des débris et à gérer des entrepreneurs. Je l'avais sauvée. Elle était à moi. Maintenant, alors que je me remettais de la grippe, une rage froide et lucide a remplacé la fièvre. Le nouveau projet d'Andrew était clairement son plus audacieux. Il voulait l'actif de 5 millions d'euros et il avait convaincu notre mère de l'aider à le prendre.
Il avait même trouvé un complice. Ce monsieur Peters. Je devais savoir qui il était. Quand ils sont partis, j'ai eu un moment de clarté. Je n'ai pas pris les papiers qu'il m'a offerts, mais alors qu'il les tendait, j'avais utilisé mon téléphone, ma main tremblante, pour prendre une photo floue de l'entête en haut. Ce n'était qu'un coup d'œil, mais c'était suffisant. Service juridique Peters, y lisait-on, avec une adresse locale. Mon premier appel n'a pas été pour un avocat. C'était pour un détective privé avec qui j'avais déjà travaillé, un type nommé Mike, qui m'aidait normalement à retrouver des actifs obscurs pour des successions complexes. Mike, dis-je, ma voix encore rauque. J'ai un cas bizarre pour toi, un type nommé Monsieur Peters, qui prétend être un avocat. Je lui ai envoyé la photo. Je m'en occupe, répondit-il. Mon deuxième appel fut pour mon véritable avocat, David Chen. David était l'opposé de Monsieur Peters de toutes les manières imaginables. Il était vif, précis et n'avait aucune patience pour les absurdités. C'est lui qui m'avait guidé à travers le cauchemar de la succession. David, dis-je. C'est Anna. Ils sont là. Je supposais qu'ils finiraient par se montrer, dit David, sa voix calme. Quel est leur angle d'attaque? J'ai expliqué la visite, le faux avocat, les papiers frauduleux, la date butoir du vendredi. Bien, dit-il. Vous n'avez pas engagé la conversation. Vous n'avez rien signé. Vous n'avez même pas touché les papiers. Parfait. Maintenant, nous les laissons construire leur propre piège. Vous êtes une experte, Anna. Vous connaissez la valeur d'un document solide. Et vous avez le plus solide de tous, l'acte de propriété. Ils ont un fantasme. Ils reviennent vendredi? David, Andrew a dit samedi avec des déménageurs. Laissez-les faire, dit David, et je pouvais presque entendre le mince sourire dans sa voix. Laissez-les se présenter. Laissez-les amener leurs déménageurs. En fait, je veux que vous soyez là. Mais vous ne serez pas seuls. Nous n'allons pas seulement les arrêter, Anna. Nous allons mettre un terme à cela pour de bon. Il avait raison. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais une stratège. C'est moi qui détenais la preuve, l'avantage. Mon grand-père m'avait toujours dit, ne te fâche pas, Annie. Sois intelligente. Mon téléphone a vibré. C'était Mike. Je l'ai, disait le texto. Son nom est Arthur Peters. Il n'est pas avocat. C'est un notaire déchu de sa charge. Il a perdu sa licence en 2019 pour fraude immobilière. Il a 2 affaires en cours contre lui pour avoir escroqué des personnes âgées. Ce type n'est pas seulement un imposteur. C'est un criminel professionnel. Un frisson me parcourut l'échine, mais il fut rapidement remplacé par un sentiment de détermination brûlant et aiguisé. Ce n'était pas juste une querelle de famille. C'était un complot en vue de commettre une fraude. Andrew n'avait pas seulement amené un ami. Il avait engagé un escroc connu pour voler ma maison. Mon piège ne consistait plus seulement à défendre ma propriété. Il s'agissait de les démasquer. Les 48 heures suivantes furent une masterclass de fureur contenue et brûlante. La fièvre est tombée, me laissant épuisé mais survolté, mon esprit aussi vif et clair qu'un matin d'hiver. J'étais passé de victime passive à stratège active. La clé de toute cette affaire n'était pas seulement l'acte de propriété que je détenais. C'était le piège que j'étais sur le point de tendre. Le plan de David Chen était simple et c'est pourquoi il était brillant. Il compte sur le fait que vous soyez émotive, Anna, avait-il dit. Ils s'attendent à ce que vous paniquiez, que vous les appeliez, que vous criez. Nous ferons le contraire. Nous serons silencieux. Nous serons professionnels. Nous serons un mur de briques. Mon enquête était déjà terminée grâce à Mike. J'avais le casier judiciaire complet d'Arthur Peters. C'était un petit escroc, s'attaquant à des gens qui ne comprenaient pas le système. Cela rendait l'implication d'Andrew encore plus sinistre. Mon frère avait activement recherché un criminel pour escroquer sa propre sœur. L'avantage était mon acte de propriété, ma pile de reçus de dettes réglées et mon assurance-titre. Mais le piège était l'arrogance même d'Andrew. Il me croyait faible. Il croyait que l'influence de notre mère serait le coup de grâce. Il n'avait aucune idée que j'avais passé toute ma carrière à documenter, évaluer et protéger. Je n'ai pas attendu qu'il revienne vendredi.
C'était leur calendrier, pas le mien. J'avais du travail à faire. J'ai passé le jeudi à tout préparer. J'ai appelé le commissariat de police local, pas le numéro d'urgence, mais la ligne non urgente. J'ai parlé à un sergent Miller, expliquant la situation calmement et professionnellement. J'ai un litige de titre de propriété, sergent. Mon frère et ses associés menacent de m'expulser de force de ma propriété, qui m'appartient. Ils amènent des déménageurs samedi. Mon avocat sera présent. Je lui ai envoyé par courriel une copie de l'acte de propriété, l'ordonnance finale du tribunal des successions et, surtout, le rapport de Mike sur Arthur Peters. Les mots déchus, fraude et l'affaire en cours ont fait leur effet. Madame, dit le sergent Miller, sont-on passant d'un litige civil à une affaire criminelle? Vous avez raison d'appeler. Tenter d'expulser quelqu'un avec des documents frauduleux, surtout avec un fraudeur connu, est une infraction grave. Nous ne pouvons pas intervenir dans une affaire civile, mais nous pouvons être présents pour empêcher une rupture de la paix et pour agir si nous assistons à un crime en flagrant délit, comme une violation de propriété ou la production de documents falsifiés. C'est tout ce que je demande, sergent, juste d'être là. Samedi matin, 9 h. Nous aurons une voiture sur place, mademoiselle Gable. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai appelé l'entreprise de déménagement. Andrew, dans son infinie stupidité, avait utilisé son propre nom. J'ai trouvé le grand déménagement d'Andy dans les annonces locales. Je les ai appelés non pas en tant que Anna, mais en tant que voisine inquiète. Bonjour, dis-je, en haussant le ton de ma voix. J'appelle au sujet du déménagement prévu pour samedi à l'ancienne ferme des Gables. C'est mon frère Andrew qui l'a réservé. Je voulais juste confirmer l'heure. La répartitrice, que Dieu la bénisse, était très professionnelle. Oui, je l'ai juste ici. Gable, 9 h samedi. Gros travail, toute la maison. Merveilleux, dis-je. Il peut être un peu désorganisé. Est-ce que le paiement est réglé? Oh, il a payé la compte, mais il paie le solde sur place. En espèces. Il a dit que, la résidente actuelle pourrait être un peu difficile, mais qu'il avait les papiers légaux à lui montrer. Il les a certainement, dis-je. Merci beaucoup. Donc, il prévoyait de payer les déménageurs avec mon argent après avoir vendu ma maison. L'audace était à couper le souffle. J'ai passé le reste de la journée à préparer la maison. J'ai installé une petite caméra de sécurité discrète dans le salon, pointée vers la porte d'entrée. Légale sur ma propre propriété. J'ai constitué un dossier très soigné, très professionnel. J'y ai placé une copie certifiée de l'acte de propriété, une copie de l'ordonnance finale de clôture de la succession, des copies signées et notariées des renonciations d'Andrew et Margaret désavouant tout intérêt dans la succession, les relevés finaux de paiement de chaque créancier. Banque et détenteur de privilèges, le rapport imprimé de Mike sur Arthur Peters, et un nouveau panneau aux propriétés privées, que je n'avais pas encore affiché. Je me sentais puissante. La fièvre était partie. La peur était partie. J'étais une experte et j'avais évalué la situation. La valeur de leurs revendications était nulle. Vendredi est arrivé et est reparti. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Ils me laissaient mariner. J'imaginais qu'ils me laissaient paniquer à propos de leur date limite. J'ai passé la journée à boire du thé et à préparer calmement un petit sac de voyage, au cas où. Non pas parce que je pensais que je devrais partir, mais parce que je savais qu'après samedi, je voudrais une pause. J'irais dans un spa. Je l'avais mérité. Vendredi soir, j'étais assise sur mon porche à regarder le coucher de soleil peindre les champs d'or et de pourpre quand mon téléphone a sonné. C'était Andrew. Alors, aboya-t-il. Pas de bonjour. Alors quoi, Andrew, ai-je demandé calmement. Ne fais pas l'idiote. Ton avocat a-t-il regardé les papiers? J'ai bien peur d'avoir été trop malade pour les récupérer, Andrew. Tu ne me les as jamais vraiment donnés, tu te souviens? Tu les as juste agités sous mon nez. Je l'ai entendu souffler. Ça n'a pas d'importance. Tu as compris le message. C'est ta dernière nuit. Les déménageurs arrivent à 9 h. J'attends que toi et tes affaires soyez partis. Maman et moi sommes généreux, on te donne le week-end. Et Monsieur Peters? Est-ce qu'il vient aussi, ai-je demandé, un petit frisson me parcourant. Le travail de Monsieur Peters est terminé.
Il est sous contrat, dit Andrew, se rengorgeant clairement. C'est une affaire de famille maintenant. Dégage, Anna. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je n'ai aucune intention de rendre cela difficile, Andrew, dis-je, ma voix aussi lisse que du verre. En fait, je prévois de le rendre très, très facile. Bien. Pour une fois, tu es intelligente. À demain, ricana-t-il avant de raccrocher. J'ai souri, pris une gorgée de mon thé, et appelé David Chen. Ils sont confirmés. 9 heures. Excellent, répondit David. Je serai là à 8 heures. Le sergent Miller sera là à 8h30. Détends-toi, Anna. L'échiquier est en place. Ils n'ont plus qu'à tomber dans l'échec et mat. L'anticipation était presque insupportable. J'ai à peine dormi. Non pas par peur, mais par une sorte d'énergie juste et électrique. C'était le moment où je reprenais ma vie en main. C'était la fin du rôle de paillasson responsable. La première confrontation allait avoir lieu. Je savais qu'ils s'attendaient à me trouver en larmes, jetant frénétiquement des vêtements dans des cartons. Ils s'attendaient à ce que je sois faible. Ils avaient oublié, ou peut-être n'avaient-ils jamais su, que j'étais la petite fille de mon grand-père. Et ils ne reculaient jamais, jamais, devant un tyran. Quand il se présenterait, je prévoyais d'être assise sur le porche à boire du café comme si j'attendais un ami. Mon attitude décontractée serait le premier coup. Mes mots, vous devriez peut-être relire le nom sur le titre de propriété, serait le second. J'avais prévu de le dire vendredi, mais ceci était tellement mieux. Les laisser se présenter avec les déménageurs, les laisser faire escalader la situation jusqu'à un spectacle public et indéniable. C'était un coup de maître stratégique. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain matin, un tailleur pantalon bleu marine impeccable et professionnel. J'allais dans ma propre maison, habillé non pas en victime, mais en propriétaire. L'évaluation était faite. La valeur était fixée. Et la revendication frauduleuse de ma famille était sur le point d'être prouvée totalement, définitivement sans valeur. Le samedi matin s'est levé, lumineux et d'une clarté douloureuse, le genre de belle journée d'automne qui semblait se moquer de la tempête à venir. J'étais debout à 6 heures, douché et vêtu de mon tailleur pantalon bleu marine. Je me sentais comme un général se préparant pour un siège, pas comme une femme sur le point d'être expulsée de sa propre maison. À 7h30, j'avais une cafetière fraîchement préparée, et je me suis assise à ma table de cuisine restaurée, examinant calmement le dossier que j'avais préparé. Chaque document était une balle, et j'avais un chargeur plein. À 8 heures précises, l'impeccable berline grise de David Chen est arrivé dans l'allée. Il est sorti, portant une élégante mallette en cuir, et m'a salué d'un sourire sombrement satisfait. « Anna, vous avez l'air bien. Prête ?»« Plus que prête, dis-je en lui tendant une tasse de café. »« Bien. Le sergent Miller vient d'envoyer un texto. Lui et l'officier Riva seront garés au bout du chemin à 8h30. Ils seront hors de vue, mais ils écouteront sur une ligne surveillée. Ils interviendront dès qu'Andrew et sa bande refuseront de partir. C'est le piège juridique parfait. » « Et les déménageurs, ai-je demandé. Ce sont juste des civils pris entre deux feux, dit David. Nous les traiterons poliment. Nous leur montrerons les documents. Ils partiront. L'assurance de leur entreprise ne couvre pas la complicité de fraude grave. À 8h32, une voiture de police banalisée a passé lentement l'entrée de mon allée et s'est garée sur la route de Comté juste derrière un bouquet de vieux chênes. Ils étaient invisibles depuis la maison, mais leur présence était un réconfort. Les 30 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. Je me tenais près de la fenêtre du salon, observant la route vide. David était assis à table, sirotant calmement son café comme s'il attendait une réunion de clients de routine. À 8h59 précise, cela a commencé. D'abord, un énorme camion de déménagement jaune, le grand déménagement d'Andy, a grondé le long de la longue allée. Il semblait absurdement grand sur fond de ferme victorienne. Il s'est garé au milieu de mon aire de retournement en gravier, et deux hommes en combinaisons assorties en sont sortis, regardant autour d'eux, confus. Quelques secondes plus tard, la berline beige de ma mère s'est garée derrière. Ma mère, Margaret, est sortie du côté passager, l'air déjà tendu, puis mon frère, Andrew, a émergé du siège conducteur. Il portait son costume de conclusion d'affaires, celui qu'il avait probablement acheté avec la carte de crédit de notre mère.
il a applaudi dans ses mains et s'est dirigé d'un pas assuré vers les déménageurs, rayonnant d'une fausse confiance retentissante. « Bonjour, les gars, a-t-il crié. C'est ici. On vide tout. » Puis il m'a vu, debout sur le porche. David Chen était à mes côtés, mallette à la main. Le pas d'Andrew a vacillé. Son sourire s'est éteint. Il ne s'attendait pas à ce que je l'attende. Il ne s'attendait certainement pas à ce que je sois vêtu d'un tailleur, l'air de quelqu'un sur le point de conclure une affaire de plusieurs millions d'euros. Et il ne s'attendait absolument, à 100%, pas à David Chen. Il ne connaissait pas David, mais il savait que David avait l'air cher. Anna lança Andrew, retrouvant son aplomb. « Qui est ton ami ?»« C'est mon avocat, Andrew, dis-je, ma voix portant clairement dans l'air matinal. Margaret, entendant cela, s'est précipitée, son visage un masque d'indignation. « Un avocat ? Anna ? Tu rends les choses si difficiles. Nous sommes ta famille. C'est pourquoi j'ai pensé que j'aurais besoin d'une représentation légale, dis-je froidement. » Andrew a ricané, se tournant vers les déménageurs qui se tenaient maladroitement près de leur camion. « Ne faites pas attention à eux. Elle fait juste des difficultés, comme je vous l'ai dit. Nous avons les papiers. » Il a gravi les marches du Porsche, essayant de me bousculer. David Chen s'est interposé silencieusement devant lui, lui barrant le chemin. David était plus petit qu'Andrew d'une bonne quinzaine de centimètres mais avait la présence d'une montagne. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, monsieur Gable. »« Et qui êtes-vous » ricana Andrew. « Je suis David Chen. Je suis le conseiller juridique de mademoiselle Gable, dit David, sa voix calme mais empreinte d'acier. Et vous êtes en violation de propriété. » Violation de propriété, hurla Margaret. C'est notre maison de famille. Non, Margaret, dis-je en m'avançant. C'est ma maison, et c'est la dernière fois que je le dirai poliment. Vous, votre fils, et ces messieurs, je fis un signe de tête aux déménageurs, devez partir maintenant. Nous n'allons nulle part, cria Andrew, son visage devenant rouge. Nous avons les papiers. Nous avons l'ordonnance du tribunal. Tu es dehors, Anna. Tu as perdu. Il sortit de la poche de son costume une liasse de papiers froissés et familiers, les mêmes documents frauduleux de M. Peters. C'était le moment, la preuve irréfutable. Une ordonnance du tribunal, dit David, sa voix dangereusement douce. Veuillez me la montrer. Je suis un officier de justice. Je suis tenu d'obéir à une ordonnance légale. Andrew, pensant avoir gagné, tendit les papiers à David. Voyez ? Tout est là. Requête en contestation. Distribution inégale. David prit les papiers. Il jeta un coup d'œil à la première page, puis à la seconde. Les déménageurs regardaient. Ma mère regardait. Andrew regardait, le torse bombé. David leva les yeux, son visage impassible. Monsieur Gable, c'est une œuvre de fiction fascinante, mais ce n'est pas une ordonnance du tribunal. Ce n'est même pas une requête valide. Il n'y a pas de numéro de dossier. Il n'y a pas de signature de juge. Cette en-tête, service juridique Peters, appartient à un certain monsieur Arthur Peters, un homme déchu de sa charge de notaire en 2019 pour fraude immobilière, un homme qui a 2 affaires en cours contre lui pour ce type exact d'escroquerie. Le visage d'Andrew devint blême. La bouche de Margaret s'ouvrit et se ferma silencieusement. Mais, balbutia Andrew. C'est un avocat. C'est un escroc, dit David, sa voix montant en volume, que vous avez engagé pour comploter en vue d'escroquer votre sœur, ce qui est un crime. En fait, David leva les papiers, ce document lui-même est un instrument de fraude. Et en le présentant à moi, un avocat, et à ces messieurs, il fit un geste vers les déménageurs, dans une tentative de voler cette propriété, vous venez de commettre un crime devant témoin. Vous ne pouvez pas le prouver, cria Margaret, bien que sa voix tremblât. Moi, je peux, dis-je. Je m'avançai, tenant mon propre dossier. Andrew, maman, vous aviez raison. Je n'étais pas juste. J'aurais dû être plus transparente. Alors, soyons transparents maintenant. Je me tournai vers les 2 déménageurs qui semblaient vouloir être n'importe où sauf ici. Messieurs, je suis Anna Gable, l'unique propriétaire légal de cette propriété. Tenez, je leur tendis une copie de la première page de l'acte de propriété. C'est mon nom.
Voici l'ordonnance de clôture de la succession montrant que tous les actifs m'ont été transférés. Et voici, je leur tendis une autre feuille, le rapport sur l'homme, Arthur Peters, qui a créé ces faux papiers que votre client tient. Le chef des déménageurs lut la page, ses yeux s'écarquillant. Il vit la destitution, la fraude. Il regarda Andrew. Mon pote, dit-il, on ne fait pas ça. Quoi? Vous devez le faire, hurla Andrew. J'ai payé la compte. Et vous pouvez le récupérer. On ne se mêle pas de ça. Lui et son partenaire commencèrent à retourner vers leur camion. Vous ne pouvez pas partir, cria Andrew en courant après eux. Je vais vous poursuivre. Allez-y, cria le déménageur en retour. Mais on appelle notre patron et il va appeler les flics. Pas la peine, lança David Chen en sortant son téléphone. Ils sont déjà là. Et à ce moment précis, la voiture de police, qui s'était approchée silencieusement par la longue allée, alluma ses gyrophares. L'apparition soudaine de la voiture de police, ses lumières bleues et rouges clignotant silencieusement dans la matinée ensoleillée, fut le coup final et dévastateur. C'était comme si l'univers lui-même avait rendu son jugement. Andrew se figea, sa main toujours tendue vers les déménageurs qui s'éloignaient. Il se tourna, son visage un masque grotesque d'incrédulité et de panique. Margaret laissa échapper un petit hoquet terrifié et se recroquevilla visiblement, sa main sur sa poitrine. Le sergent Miller et l'officier Riva sortirent de la voiture. Ils ne se pressèrent pas. Ils marchèrent avec une autorité calme et délibérée qui était bien plus terrifiante que n'importe quelle sirène. « Bonjour à tous, dit le sergent Miller, ses yeux balayant la scène, David Chen en costume, moi dans le mien, les deux déménageurs arrêtés près de leur camion, et Andrew et Margaret, qui avaient l'air sur le point d'être malades. Sergent Miller, quel semble être le problème ici? Sergent, merci d'être venu, dit David Chen en s'avançant. Je suis David Chen, l'avocat de mademoiselle Gable. Voici ma cliente, Anna Gable. Elle est la propriétaire de cette propriété. Nous le savons, monsieur, dit le sergent Miller en me faisant un signe de tête. Nous avons examiné les documents qu'elle a envoyés. La tête d'Andrew se tourna brusquement vers moi. Tu les as appelés? Tu as appelé les flics contre ta propre famille. Je les ai appelés pour protéger ma propriété contre des criminels, dis-je, ma voix froide et égale. Ce qui, en ce moment, vous inclut. Ce n'est pas vrai, cria Margaret, retrouvant sa voix. Elle se précipita vers le sergent. Officier, c'est un malentendu. C'est un conflit familial. Elle a dupé notre mère et notre père. Elle a volé cette maison. Madame, dit le sergent Miller en levant la main. Nous sommes bien au courant de l'affaire de succession. Elle a été clôturée, scellée et finalisée il y a 6 mois. Aux yeux de la loi, c'est la propriété de mademoiselle Gable, ce qui fait de vous, il regarda Margaret, puis Andrew, des intrus. Mais nous avons des papiers, dit Andrew, sa voix désespérée. Il brandit le document froissé de Peters. Un avocat nous les a donnés. Le sergent Miller regarda David Chen, qui se contenta de hausser un sourcil. Monsieur, dit le sergent à Andrew, nous sommes également au courant pour monsieur Arthur Peters. Nous cherchions une excuse pour lui reparler, et vous venez de nous en donner une. Ce document que vous tenez est frauduleux, et votre tentative de l'utiliser pour expulser de force mademoiselle Gable devant témoin est un crime. Le chef des déménageurs, maintenant enhardi, prit la parole. Officier, il nous a dit qu'il avait les papiers légaux. Il nous a dit d'ignorer la propriétaire, qu'elle était difficile. Il nous a payé un acompte pour vider toute la maison. Les yeux du sergent Miller se plissèrent. Il regarda Andrew. Monsieur, je vais vous demander de placer ces documents sur le capot de la voiture de votre mère et de reculer. Quoi? Non, c'est. Maintenant, monsieur, dit l'officier Riva, sa main se déplaçant vers sa ceinture. Andrew, réalisant finalement que son charme et son arrogance étaient inutiles, se traîna jusqu'à la voiture et jeta les papiers sur le capot. David, dis-je, ma voix basse, mais dans le silence soudain, elle porta. David Chen s'avança. Sergent, ma cliente est naturellement bouleversée. Elle ne souhaite pas voir sa famille arrêtée aujourd'hui. Cependant, elle veut que cela cesse définitivement. Il se tourna vers Andrew et Margaret. Voici l'accord. Vous allez signer un document ici même, maintenant, que j'ai déjà préparé.
C'est une reconnaissance pleine et entière que Anna Gable est l'unique propriétaire de cette propriété. Il stipule que vous reconnaissez vos renonciations antérieures à tout intérêt. Et il stipule que vous ne mettrez jamais, en aucune circonstance, les pieds sur cette propriété ni ne contacterez mademoiselle Gable à nouveau sans sa permission écrite express. C'est en fait une ordonnance de non-contact et un aveu formel de violation de propriété. Nous ne signerons jamais ça, murmura Margaret. Vous le ferez, dit David. Parce que si vous ne le faites pas, je remettrai ces papiers frauduleux, ainsi que le rapport sur M. Peters et les témoignages sous serment de ces deux messieurs. Il fit un signe de tête au déménageur, au sergent Miller. Je conseillerais à ma cliente de porter plainte pour complot en vue de commettre une fraude, un faux et une tentative de vol qualifié. Vous, Andrew, serez la cible principale, mais vous, Margaret, en tant que complice, ne serez pas à l'abri. Vous perdrez votre retraite. Vous ferez tous les deux face à un procès pénal. Il posa sa mallette sur le capot de la voiture de Margaret, juste à côté des papiers frauduleux. Il l'ouvrit d'un clic et en sortit un unique document impeccable et un stylo. Ou, dit-il, vous signez ceci, vous montez dans votre voiture, vous partez et vous ne revenez jamais. Les déménageurs partiront, la police partira, et Anna sera laissée en paix. Le choix vous appartient, mais vous avez exactement 30 secondes avant que je ne change d'avis. Andrew et Margaret se contentèrent de fixer le papier. Ils se regardèrent, les décennies de privilèges partagés et de complaisance mutuelle s'effondrant en poussière. Le grand projet d'Andrew était parti en fumée. Le garçon en or de Margaret était un criminel ordinaire. Signe, Andrew, dis-je. C'était la première fois que je m'adressais directement à lui. Il me regarda, ses yeux remplis d'une haine si pure qu'elle en était presque purificatrice. Il me voyait enfin, non pas comme sa sœur, non pas comme une personne facile à manipuler, mais comme la personne qu'il avait finalement, et de manière décisive, battue. Il arracha le stylo à David et griffonna son nom. Il tendit le stylo à sa mère. Elle, les larmes coulant sur son visage, signa son nom sous le sien. Sortez, dis-je. Ils ne dirent pas un mot. Margaret trébucha jusqu'à la porte passager. Andrew s'installa au volant, le visage pâle et malade. Il démarra la voiture et recula si vite qu'il faillit heurter le camion de déménagement. Puis il dévala l'allée, un nuage de poussière de gravier s'élevant derrière lui. Le silence qui tomba après la disparition de la voiture de ma mère au bout du chemin était absolu. Il n'était rompu que par le crissement des bottes des déménageurs sur le gravier. Eh bien, dit le chef des déménageurs, s'approchant de moi et me tendant une carte de visite. C'était quelque chose, madame. Notre patron va en entendre parler. Si vous, avez un jour besoin de quelque chose de déménager légalement, appelez-nous. Et nous sommes, vraiment désolés pour tout ça. Merci, dis-je en prenant la carte. Vous avez été très professionnel. Ils hochèrent la tête, montèrent dans leur grand camion jaune et s'éloignèrent en grondant, me laissant, David et les deux policiers, debout dans l'allée. Le sergent Miller s'approcha, saluant de son chapeau. Mademoiselle Gable, Monsieur Chen, je dirais que l'affaire est réglée. Merci, sergent, pour votre présence. Cela a fait toute la différence, dit David en lui serrant la main. Je ne fais que mon travail. Maintenant, il regarda David, à propos de ce Monsieur Peters. Je vous ai déjà envoyé son dossier par courriel, sergent, dit David avec un petit sourire. Ainsi qu'une copie du document frauduleux que le frère de ma cliente a eu la gentillesse de fournir. Excellent, dit le sergent Miller. Je pense que nous allons aller rendre une petite visite à Monsieur Peters tout de suite. Bonne journée, madame. Lui et l'officier Riva remontèrent dans leur voiture et partirent. Et puis je me suis retrouvé seul avec David sur le porche de ma maison, mon foyer. J'ai soudain senti mes genoux flageoler, l'adrénaline des 3 derniers jours s'écoulant de moi d'un seul coup. Je me suis assise lourdement sur la marche supérieure. C'est fini, dis-je, plus pour moi-même que pour David. C'est fini, confirma-t-il. Il ferma sa mallette d'un claquement sec, le son ressemblant à un coup de marteau de juge. Ils ne reviendront pas. Ce document qu'ils ont signé est blindé. S'ils vous envoient ne serait-ce qu'un texto, c'est du harcèlement criminel. Que va-t-il leur arriver, ai-je demandé en regardant les champs. À Andrew et Margaret? Rien de votre part. Vous leur avez fait un cadeau qu'ils ne méritaient pas, une porte de sortie honorable. Mais le monde dans lequel ils vivent n'est pas si indulgent.
Andrew devra trouver un nouveau projet. Margaret devra faire face au fait que sa retraite est tout ce qu'elle a. Leur équipe est brisée. C'est une punition pire pour eux que n'importe quelle peine de prison. Il avait raison. Leur lien toxique et codépendant était tout ce qu'ils avaient, et je venais de le révéler pour ce qu'il était, un partenariat dans l'échec. Quant à Arthur Peters, j'ai vu son nom dans les nouvelles un mois plus tard. Il a été arrêté et, grâce aux nouvelles preuves que j'avais fournies, ses autres affaires de fraude ont été rouvertes. Il risquait une lourde peine. Andrew, dans sa stupidité, avait aidé à faire tomber son propre escroc. Moi, de mon côté, j'ai commencé à guérir. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour ma journée au spa pour installer à la place un nouveau système de sécurité dernier cri. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que cela me semblait être un bon et solide investissement. Je suis retourné à mon travail d'évaluation de succession. Mais quelque chose était différent. Je me suis retrouvé à prendre des cas pour des clients âgés, les aidant à établir des testaments et des fiducies blindés, leur apprenant à repérer les prédateurs comme Peters et comme Andrew. J'ai utilisé mes compétences pour protéger les autres, pour leur donner la tranquillité d'esprit que mes grands-parents avaient essayé de me donner. Ma maison, mon sanctuaire, me semblait enfin être vraiment la mienne. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était une victoire. Je l'avais sauvé des banques. Et maintenant, je l'avais sauvé de mon propre sang. Chaque lame de parquet restaurée, chaque vitre propre était un témoignage de ma propre force. Je n'étais plus le paillasson responsable. J'étais la propriétaire. J'étais la stratège. J'étais celle qui, face à une réclamation frauduleuse, avait eu le bon sens de faire appel à un vrai avocat, à la police et à un acte de propriété vraiment magnifique et inattaquable.